cavalière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezal, c'est la folie dans les tribunes. C'était un Martin pêcheur, et bien là c'est un Martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Magnifique, époustouflant, champion du monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau de biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. J'espère que tout d'abord votre rentrée s'est très bien passée. Alors oui, c'est pas forcément le moment qu'on préfère dans l'année, mais il faut bien passer par là. Et qui dit rentrée dit automne qui approche et la saison qui arrive à grands pas à présent. On n'est plus qu'à quelques semaines du début de l'hiver. Et donc pour vous faire patienter encore un peu, on vous propose un épisode. Alors c'est un épisode à thème, vous l'avez vu dans le titre, on parlait du changement de nationalité sportive dans le biathlon. Et pour en parler, je suis avec une personne directement concernée puisqu'elle a changé de nationalité sportive durant cet été. Elle est passée de l'équipe de France au Royaume-Uni. C'est un biathlète qu'on a déjà accueilli par le passé, vous connaissez très bien. C'est Jacques Geffry qui est avec moi. Salut Jacques. Salut Romain, comment ça va ? Ça va bien et toi Jacques, comment ça se passe là, ta prépa en ce moment ? Moi ça se passe vraiment au top. Pour l'instant il n'y a eu aucun pépin dans la préparation. J'ai fait pas mal de courses de trail cet été. J'ai eu la chance d'avoir un coach qui soutient un peu ma passion du trail et du coup je me suis dit allez, je vais essayer de trouver le plus de courses possibles auxquelles je peux m'inscrire. Du coup je me suis fait des petits plaisirs. Là, le dernier en date, c'était ce week-end où j'ai fait un KMV qui était chez moi, où elle est très rapide parce qu'il y a eu une femme qui a battu le record du monde du KV chez nous à Morzine. Du coup, oui, il y avait du sacré niveau au départ, quoi. Ouais. D'ailleurs, je vois que beaucoup de biathlètes font du trail ces derniers temps. Un sport entre guillemets à la mode. Avec aussi l'UTMB du Mont Blanc qui est de plus en plus suivi, tout ça, c'est quelque chose, un sport qui est en voie de développement. Ouais, c'est sûr. Puis c'est surtout, nous, on essaie de rester sur des efforts, sur des 10 km, des 20 km. C'est des temps d'effort qui représentent similairement ce qu'on fait en biathlon. Du coup, c'est top. Puis nous, ça nous permet de varier un petit peu nos plaisirs pendant la préparation qui peut être assez monotone la plupart du temps. Du coup, on dit jamais non. Et là, tu sens que l'hiver arrive ou pas ? Ouais, quand même. Là, quand je me réveille le matin et qu'il fait 6 degrés, je sens que l'hiver arrive surtout. Il y a eu la reprise de la chasse aussi. Ça indique toujours la reprise de l'hiver. Ça indique surtout que je vais devoir me cacher sur les chemins pendant les jours de chasse. Mais non, l'hiver, il approche super rapidement. Les étés, ils passent de plus en plus vite maintenant, j'ai l'impression. Et là, je me dis, dans 1 mois et demi, normalement, je serai sur les skis. Du coup, c'est quand même assez incroyable. Ouais. On se parle souvent de cette longue période de préparation, finalement, de cette longue intersaison, mais ça passe à une vitesse éclair et on est déjà quasiment... Alors, là, c'est encore quelques semaines, évidemment, mais on arrive quasiment dans la dernière ligne droite de la préparation. Quand on se dit que ce week-end, il y a déjà les championnats de France d'été, ensuite, il y a une petite pause, on retrouve directement une deuxième course estivale, puis il y aura le Loup-Point Festival là, pour les athlètes des équipes de France A, et ça fait avancer très vite. Et puis il y a les sélections auxquelles du coup je n'ai plus besoin de faire, mais les sélections de début d'année, elles approchent très rapidement aussi. Ouais, c'est ça. Et avant donc ce Summer Tour à Arson, Jacques, on va un peu discuter, si tu veux bien. On va parler. Je suis là pour ça. Là, je suis assis confortablement, prêt à discuter un petit peu de ce changement du coup que j'ai engagé là à la fin de l'hiver. Ouais, mais c'est ça exactement, c'est très intéressant, je pense, à t'écouter. Alors, Jacques, on va pas faire de toi de ce que tu vas dire, des raisons de ton changement de nationalité. Ça va pas être une raison pour tous finalement, mais on va quand même essayer de parler aussi globalement finalement de ce qui peut conduire un athlète à changer de nationalité sportive. Donc, évidemment, je vais te demander pourquoi finalement. C'est une question un peu bête, un peu simple, mais finalement, pourquoi changer de nationalité sportive à 23 ans alors que tu as couru, je rappelle, avec les couleurs de l'équipe de France l'hiver dernier. J'ai pas mal de questions à te poser par rapport à ça. Et on terminera par un petit jeu. Alors vous le savez, pour les nouveaux invités, les nouveaux biathlètes qui viennent sur notre podcast, on a un jeu. Jacques était déjà venu, donc on va pas le faire, mais j'ai quand même un jeu
qui va être On va- quelque on peu va- croustillant. On va me lancer des variantes pour me mettre dans la sauce. Exactement, je pense que tu vas être mis dans la sauce, Jacques, avec ce petit jeu. Donc, non, c'est intéressant. Mais bon, Jacques, tu es prêt? Bien sûr, attaquons. Ok, c'est parti, jingle. Et alors, pour commencer, Jacques, je vais monopoliser un peu la parole, quelques secondes, parce que je vais faire un point déjà sur ton palmarès français, sous les couleurs de l'équipe de France. Et il est plutôt pas mal, hein, faut le dire. Tu me diras hein, si j'ai oublié des choses ou pas. Alors, ça commence déjà en 2021, où c'est ta première sélection lors des mondiaux jeunes de Bertillac. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Si on oublie la sélection, il y a tard à l'époque sur le circuit OPA Cup, les OPA Games du 16 en ski de fond, mais ma première vraie sélection en biathlon, c'était au Bertillac en 2021. Tu es aussi donc, champion d'Europe junior de relais mixte en 2022 à Pokljuka. D'ailleurs, pour l'anecdote, hein, c'est toi qui étais dernier relayeur. Tu avais porté le drapeau français sur la ligne d'arrivée. C'était mon premier Ouais. relais sous les couleurs de la France. La même année, quelques mois plus tard, tu es sacré champion du monde junior de relais masculin à Sir Hollow. Donc là aussi, forcément, c'est aussi un très bon souvenir, j'imagine, pour toi, Jacques. Assez puissant, l'année- ouais, ouais. c'est sûr. L'année d'après, en 2023, tu es champion d'Europe junior de relais mixte simple. Alors, c'était avec Léonie Janier de mémoire, c'est ça? Ouais, exactement. J'étais parti premier relayeur et Léonie, elle avait assuré sur son dernier tir avec un 5 sur 5 sans pioche pour remporter le relais. Et sur ce même événement, tu es vice-champion d'Europe junior de poursuite. Un bon week-end, une bonne semaine en Lettonie. La même année, Exactement. vice-champion du monde junior de relais mixte. Ce fameux site qu'on adore avec Emric, hein, Chouchinsk, hein, au Kazakhstan. Perdu au milieu du désert Ouais. kazakhstanais. Ouais. Ça, on n'oubliera pas, évidemment, ce merveilleux site. En 2024, tu es en bronze sur le relais masculin des pas. Une belle médaille. La saison dernière, j'en parlais, donc tu as disputé des courses sous les couleurs tricolores. 5 courses d'IB Cup, dont une 6e place sur le sprint d'Arber. Et au total, Jacques, tu as 36 sélections sous les couleurs bleu, blanc, rouge. Est-ce que c'est pas trop mal, hein. Ouais, c'est pas trop mal. Hein. Quand je te dis tout ça, il y a de la fierté. Ouais, non, je suis hyper fier. Puis surtout là, quand on regarde le palmarès et les quelques résultats que j'ai pu avoir, il y en a beaucoup qui sont en relais. Mais mes meilleurs résultats sont tous en relais et ça montre un peu moi ce qui est ma plus grande fierté, c'était pouvoir de courir avec mes coéquipiers, avec mes amis sur ces relais avec l'équipe de France et à chaque fois quand on monte sur la boîte, qu'on monte pas sur la boîte, c'est tout le temps super fier de pouvoir représenter ce pays en équipe. C'est toujours mieux que tout seul. Ouais. Alors Jacques, je vais être direct. Hein. Je vais te poser la question que tout le monde peut se poser. Pourquoi cette décision, à 23 ans, de changer de nationalité sportive? Parce que comme je le disais, tu as couru l'an dernier en IBU Cup, le circuit B. Mais pourtant, là, tu as décidé de quitter l'équipe de France pour aller au Royaume-Uni. Et oui. Et pourquoi est-ce qu'on change de nationalité à 23 ans? C'est sûr que c'est... peut-être certains ils se diront, à 23 ans, ta carrière, elle est déjà finie, mon pauvre, rentre chez toi. Mais moi, c'était justement l'inverse que je me disais. Et je me disais, à 23 ans, c'est presque l'âge parfait. J'ai continué au sein des équipes de France le plus longtemps possible. Hein. C'est là que je prenais du plaisir, c'est là que j'avais envie de courir et c'est là que je suis devenu français pour pouvoir courir avec cette équipe de France. Mais au bout d'un moment, quand on voit que ça se passe de moins en moins bien et peut-être que ta relation avec le staff de cette équipe de France n'est pas toujours la plus saine. Et du coup, moi, pour penser à moi et pour penser à ma carrière et mon avenir dans le sport, c'était plus facile pour moi de changer de nationalité sportive. Je reste français, hein, on ne supprime pas ma nationalité, mais par contre... Oui, on parle de nationalité sportive. Hein, ouais. Ouais, mais il y en a, quand tu leur expliques, ils connaissent pas la différence, ils disent « Ah, mais du coup, t'es plus français ». Je leur dis « Non, je reste français. Hein. » Mais à partir de maintenant, et ce pour le reste de ma carrière,
en tout cas sur des courses de biathlon, il y aura un drapeau britannique à côté de mon nom, et ça va me permettre de mener mon propre projet. Je suis plus rattaché au projet de la Fédération française de ski, je suis rattaché à mon propre projet, et je peux prendre les décisions que je veux, les choix que je veux, et si mon niveau à côté il suit, bien sûr, je vais pouvoir participer à des très belles échéances, et peut-être des très grosses échéances dès cet hiver, quoi. On va en parler évidemment, et c'est vrai que ça va faire bizarre de voir un drapeau britannique à présent à côté de ton nom, Jacques. Et depuis quand finalement ça te trotte dans la tête, ce changement de nationalité sportive? C'est assez récent quand même. Certains diront, Jacques, pourquoi t'as pas changé de nationalité il y a 2 ans quand j'ai été viré des équipes de France? Et je leur dis parce que, moi, j'ai envie de courir pour la France et je vais me battre pour ceci. Et là, à la fin de l'hiver, je sais que je suis britannique, hein, ça, j'ai 2 passeports, j'ai des grands-parents britanniques, je parle anglais tout le temps à la maison. Et beaucoup des athlètes au sein de cette équipe britannique, je les connais très bien. Et je me dis, pourquoi pas courir pour eux? Je connais très bien les coachs aussi. Et là, à la fin de l'hiver, quand vraiment j'ai vu que ça allait pas du tout faire pour réintégrer les équipes de France, c'est là que j'ai pris la décision, et que j'ai dû en discuter avec Stéphane Boutiot, qui est le directeur des équipes de France, lui demander l'autorisation de partir, parce qu'eux, ils ont le droit de refuser mon départ. Ah oui, ok. Ouais, c'est ces petites subtilités dans les règlements, mais quand t'es français, t'es rattaché à eux, quoi. Du coup, c'était obligé de leur demander l'autorisation de partir, mais s'ils voulaient me garder, ils m'auraient gardé en équipe de France. Du coup, il y avait aucune raison de me mettre des bâtons dans les roues, et j'ai pu prendre la décision par moi-même et partir et rejoindre cette fédé britannique. Est-ce que, alors je le disais, tu as fait des courses en e-bike Cup la semaine dernière, bon, une belle 6e place, hein, ton meilleur résultat sur le circuit B, mais tu n'as pas été retenu pour les championnats d'Europe senior. Est-ce que ça a été quand même ce moment déclencheur de se dire, bon, on veut vraiment plus de moi là, je passe à autre chose? L'élément déclencheur, je vais pas dire que c'était là, parce que quand on redescend à ce moment-là, même si je suis pas d'accord qu'on me redescende, je respecte la décision du staff, hein, mes résultats, certes, il y a une très belle 6e place. À ce moment-là de la saison, on était 2 athlètes à avoir réalisé des fleurs sur un sprint. Le sprint qui est quand même des courses de référence quand on fait des sélections. Mais sur les autres courses, mon tir n'était pas bon, et du coup, je comprends qu'on me descend. Le moment vraiment déclencheur, ça a été quand on me redescend et on me dit il va y avoir des courses de sélection plus tard dans l'hiver pour pouvoir remonter pour aller à Otepa et faire les finales de l'IBU Cup. Et au final, la fédération, elle a décidé de réaliser ces sélections sur un week-end qu'elle n'avait pas du tout annoncé comme un week-end de sélection. Et là, tu te dis ok, du coup non, vous faites clairement comme vous voulez. Nous, vous nous redonnez aucune chance, alors qu'on m'avait promis il y aurait des chances pour remonter. Parce que faut savoir que quand je suis redescendu, moi, en France, je traînais une blessure, hein, depuis le début de l'hiver, un syndrome des loges, j'ai dû abandonner des courses avant Noël à cause de ça. Pendant Noël, j'ai dû réduire beaucoup mon volume de ski pour éviter que la blessure elle s'aggrave. Et quand je suis redescendu en France, je me suis fait du coup injecter c'est du Botox, hein, qu'on t'injecte dans les tibias pour que ça aille mieux. Et du coup, j'ai dû rater des courses en France, mais on m'avait dit c'est pas grave si tu rates ces courses, puisque les sélections elles auront lieu après. Et au final, on fait les sélections sur les courses que moi j'ai pas pu faire parce que j'arrivais même pas à marcher. Et là, c'était vraiment l'élément déclencheur, parce qu'on me dit en fait là, vous nous laissez même plus de chance. J'ai plus rien faire pour pouvoir remonter. Du coup, autant partir, quoi. Je sais que, alors ça date pas de ces derniers mois, hein, Jacques, mais tu as souvent été quelque peu critique sur la gestion des athlètes au sein de la Fédération française. Alors on n'est pas là pour citer des noms, hein, pour régler des comptes, mais je sais que ça a quand même été quelque chose qui a compté quand même pour toi, donc tu es totalement concerné, finalement, on le voit encore aujourd'hui. Pour toi, il y a des soucis au niveau notamment des systèmes de sélection et de la gestion des athlètes par rapport à ça. Ouais, je suis pas un athlète facile à gérer, hein. Ça, c'est ça. Vous pouvez demander à mon coach. Je me plains beaucoup dès qu'il y a des choses qui vont pas. J'hésite pas à le dire.
Je suis très vocal hein, sur les réseaux, sur ma newsletter et tout. Quand il y a un truc qui va pas, je vais pas hésiter à le dire la plupart du temps. Et c'est sûr que quand on regarde un peu les sélections, comment elles sont faites en France, à part les sélections vraiment du début d'année, du mois de novembre, où souvent on t'annonce que les 4 premiers de la liste partiront. Et là, oui, les 4 premiers de la liste partent à chaque fois. C'est un peu le seul moment de l'hiver où ils respectent vraiment, parce que nous, en gros, tous les ans, nous avons un document de sélection. Ok. Document qu'on partagera pas, mais on te dit un peu, voilà, sur ces courses-là, il y aura des chances de remonter, etc. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est marrant sur cette liste, c'est qu'en bas, à chaque fois, c'est marqué, mais l'avis de l'encadrement prendra le dessus en cas de problème, quoi. Et du coup, en gros, à chaque fois, t'es beau être dans les critères, mais l'avis de l'encadrement... C'était une marge de manœuvre. Ouais, une belle marge de manœuvre quand même. Mais c'est important qu'il y ait un document, parce que nous, quand on n'est pas à la fédération, on ne sait pas un peu quand elles auront lieu, ces sélections. Un athlète fédé, son coach, il lui dit tout le temps, ouais, bah, le week-end là, il y aura des chances de remonter. Quand tu es un athlète fédé, tu le sais pas, ça, personne te le communique. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a ce document. Mais le document, il change d'année après année. Il y a des années, faut être dans le top 10, des années, faut être dans le top 15. Il y a des années, des athlètes qui sont protégés. Je vais pas m'avancer, mais parce que ça n'a pas été annoncé encore, mais les athlètes qui sont protégés là pour cet hiver, il y en a qui ont un moins bon classement que ceux qui étaient protégés, ceux qui étaient pas protégés l'année d'avant, quoi. Ok. Et ça fait c'est des continuités qui tu te dis, mais c'est impossible de se projeter, quoi. Et c'est difficile, nous, en tant qu'athlètes, de planifier un hiver et de planifier des moments où il va falloir être en forme pour prendre ces sélections. Mais du coup, nous, on nous répète tout le temps la même chose. Hein, faut être bon tous les week-ends, tout le temps. Ça, c'est dit comme ça, c'est facile. Ouais, dit comme ça, c'est facile. Mais imaginez, on disait ça à un athlète qui faisait de l'athlétisme ou des choses comme ça. Non, il y a des courses très précises où il y a des sélections et c'est comme ça. Mais nous, non. Nous, faut être prêt tout l'hiver, tous les week-ends. À chaque fois, il peut y avoir des occasions de sélection. Mais des fois, il y a des week-ends, non, celui-là, il n'est pas sélection, mais celui d'après, il est sélection. Et au final, on change d'avis au dernier moment. Et parce que peut-être qu'on ne sait pas. Peut-être que les athlètes fédération, ils sont plus prêts pour le premier week-end que nous. Et oui, ils font comme ils veulent, quoi. Il y a aussi, j'imagine, l'âge qui rentre en jeu, clairement aussi. Ah oui, là, j'y rentrais énormément en jeu quand on... moi, c'est un peu aussi les raisons que j'ai été viré de l'équipe de France il y a 2 ans. J'avais 22 ans, mais à 22 ans, je suis trop vieux aux yeux de l'équipe aux yeux des directeurs. En gros, 22 ans, il faudrait que tu aies un niveau pour aller en Coupe du Monde. Ouais, clairement, il faut des top 10 en IBU à 22 ans ou des podiums au championnat du monde junior. Et quand on regarde mon dernier hiver, j'ai aucune sélection en IBU et je n'ai pas de podium au championnat du monde, pas en individuel en tout cas. Ouais. Et on paye en France, clairement, à virer des athlètes aussi jeunes. Quand on regarde, à partir de 25 ans, c'est soit t'es en Coupe du Monde, soit tu cours plus. Alors soit que chez les hommes, il n'y a pas on n'a pas autant d'athlètes de qualité comme chez les femmes. Je veux dire, on ne peut pas se permettre de virer plus de gars comme ça. C'est sûr, quand on regarde là le niveau, que ce soit en équipe de France B ou surtout en équipe de France B, notre niveau cet hiver il est pas bon. On n'a pas beaucoup de podiums. Je crois qu'il y a presque pas de podium à part Oscar et Gaëtan qui sont peut-être montés sur le podium à plusieurs reprises, mais ils sont 2, quoi. Il y a eu un total, je crois, il y a eu plus de 10 athlètes qui sont montés en IBU Cup cet hiver et du coup, ça se voit, ils savent, ça tourne beaucoup, mais il y a du mal à avoir de la continuité. On ne sait pas sur quel athlète miser, quoi. Ouais, ça peut paraître un peu inquiétant finalement en plus, même si on voit quand même il y a des bons jeunes, chez les jeunes et juniors, mais bon, il faudra encore attendre quelques années pour les voir en IBU Cup ou du monde, mais c'est vrai que faut pas faire non plus les difficiles du côté du clan bleu, mais non. Après, ce qui est compliqué aussi, c'est d'avoir des grands groupes d'entraînement. C'est sûr que à plus de 6 ou 7 athlètes au sein d'une équipe, ça devient très très dur à gérer et à faire du très haut niveau. Mais le problème en France, c'est qu'à côté de ça, quand tu es plus en équipe de France, il n'existe presque pas de structure pour t'accueillir. Je peux penser le comité de Savoie, ils ont un très bon groupe senior. Là cette année, ils ont beaucoup de filles dans leur groupe et ça risque de bien bousculer les filles qui se trouvent au sein de la fédération actuellement et ça fait plaisir.
Nous, il y a les garçons aussi en Savoie. Moi, je suis au sein du team de Savoie Nordique, qui est heureusement que le département est là pour soutenir cette équipe et de nous permettre de continuer. Mais à part ça, où est-ce que je vais, quoi? En Norvège, en Suède, je suis obligé de changer de nation pour pouvoir continuer du biathlon. Et ça, c'est pas normal. Ouais. C'est le côté beau, on va dire, l'équipe de France, les groupes nationaux, tout ça, mais derrière, c'est la face cachée qu'on voit pas forcément. Oui, le truc, c'est que la politique de la Fédé, il y a forcément un moment où elle doit marcher, parce qu'on remporte le globe par équipe année après année. Les filles, elles sont incroyables à tous les niveaux. L'équipe de France A, elle performe. Elle performe, mais le problème, c'est que c'est pas qu'on s'en fout de ce que fait l'équipe de France Junior et de ce que fait l'équipe de France B, mais qu'est-ce qui rapporte et qu'est-ce qui prend la visibilité, c'est l'équipe de France A. Ouais, c'est ça, ce qui se passe en Coupe du Monde, et ce qui se passe en Coupe du Monde fonctionne bien quand même, voire même très bien suivant les années. Ouais. Et je disais que l'équipe de France masculine, c'est pas peut-être un gros vivier, mais on a quand même un Eric Perrault qui est très jeune, qui va porter l'équipe de France sans doute durant pas mal d'années. Donc finalement, un peu comme Martin Fourcade peut-être. Alors je dis pas qu'il y aura quand même Martin Fourcade évidemment, mais on parlait souvent de l'arbre qui cache la forêt avec Martin. Peut-être ce sera le cas, on l'espère pas, avec Eric dans les prochaines. Oui, après il y a pas, ils sont tous largement capables de monter sur des podiums. Quentin, il nous le prouve plein de fois. Après, Quentin, c'est pas l'avenir. C'est pour ça que je parle. Oui. C'est ça. Et c'est après, il a 33 ans, je crois, Quentin. Emilien, peut-être un an de carrière après les Jeux, on sait pas. Voilà, on sait qu'après les Jeux, c'est souvent des changements, des arrêts de carrière. Mais c'est vrai que pour le moment, oui, chez les hommes, c'est pas la même quantité, c'est pas aussi qualitatif que chez les dames. Mais il faut le dire quand même, il y a quand même des résultats en Coupe du Monde. On était très content de cela et on espère que ça aussi éclot derrière aussi. C'est ça aussi qui est le plus important quand on se projette, notamment sur les Jeux 2030. Donc, c'est forcément l'objectif pour les Bleus. On va se recentrer un peu sur toi, Jacques. Donc, tu passes donc sous la bannière britannique parce que tes parents le sont, finalement. Oui, exactement. Mes deux parents sont britanniques. Quand je suis né, et ce jusqu'à l'âge de 13 ans, j'avais qu'une seule nationalité, c'était la nationalité britannique. Okay. Mais tu vivais en France déjà? Ouais, je vivais en France, je suis né en France, juste à 30 minutes de chez moi, à Thonon-les-Bains. J'étais à l'école en France, j'ai grandi en France, j'étais déjà dans les clubs français, j'ai jamais vécu de ma vie au Royaume-Uni. Mais pourtant mes grands-parents habitent là-bas et mes parents ont habité là-bas et c'est pour ça que je suis britannique. Mais alors je voulais aussi parler de ce changement de nationalité sportive au niveau des formalités. Est-ce que tu en as déjà un peu parlé au niveau, déjà faut en parler à Stéphane Boutiot notamment pour quand on est français. Comment est-ce que c'est compliqué, comment ça se passe concrètement? En gros, moi, du coup, c'était début avril, j'appelle Stéphane Boutiot pour lui demander l'autorisation un peu l'accord verbal, puis ça fait toujours du bien de discuter avec Stéphane. On a eu même relation, on va pas dire qu'il est compliqué, on s'entend très bien, et on s'entendra toujours très bien, je l'espère. Mais ensuite, après ça, moi, du coup, j'indique au staff britannique que je souhaite changer. Je leur fais un accord, un accord écrit, quoi, qui indique que j'ai envie de changer. Ils envoient, ils ont aussi besoin d'un un accord écrit de la fédération, que j'ai eu assez rapidement. De la fédération française, ouais, française. La fédé française, ouais. J'ai Fabien Saguez qui m'a signé un bout de papier pour dire que lui, il me relâchait immédiatement et qu'il n'y avait pas de problème à ça. Et ensuite, il faut attendre un comité exécutif de l'IBU pour valider ce choix. Nous, malheureusement, dans le timing, quand j'indique mon intention de changer, c'était la même semaine que le comité exécutif. Ah, c'était en juin, c'est pas ça? Non, c'était. Moi, quand je voulais changer, c'était en avril quand on leur a indiqué. Et on a raté du coup la session du mois d'avril. Mince. On a dû attendre. C'était fin juin, mi-juillet. Et c'est très 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 long. En gros, moi à ce moment-là de la saison,
Enfin, moi, je suis censé reprendre, mais je sais pas du tout ce que je vais pouvoir faire, quoi. Enfin, ça se trouve, l'IBU, elle va refuser ma demande. J'ai pas spécialement envie de continuer en France. C'est peut-être une fin de carrière qui s'annonce, quoi. Et c'est pas le choix souhaité à ce moment-là, mais c'est quelque chose auquel je réfléchissais. Moi, c'est sûr que si on me refusait ma demande, j'allais arrêter le biathlon à ce moment-là, hein. Mais du coup, au final, tout se passe très bien et au prochain comité exécutif, on accepte mon changement. Ce qui aide à accepter ce changement, c'est que je me suis pas naturalisé britannique pour changer de nationalité, quoi. Tu l'as déjà. Ouais, je suis déjà britannique. J'ai été britannique avant de devenir français. J'ai 2 parents britanniques et ça, c'est sûr que ça aide dans la prise de décision de l'IBU. Ouais. Et par rapport à l'IBU, je sais que dans certains sports, pour valider la changement de nationalité sportive, faut pas faire certains résultats ou pas avoir de temps de sélection depuis un moment. Est-ce que là aussi il y avait des choses pareilles, qui rentraient en compte par rapport à ce changement? Alors, je crois que sur papier, officiellement, il y a 2 ans sans compétition normalement, Ah oui. sans course à l'international. Mais je crois que ça, c'est des règles un peu qui viennent en jeu si tu te naturalises dans un certain pays, quoi. Okay. Moi, En vu gros, que un je peu suis... comme certains Russes qui étaient mis Voilà, en Corée du exactement. Sud Ouais. pour ouais. Ok. Pour courir, ouais. Moi, je suis britannique de base. J'ai toujours été britannique et du coup, ma demande, elle a été acceptée directement et je vais pouvoir courir dès le début de saison en IBU Cup et ensuite en Ça, Coupe du ça Monde. c'est Ouais. bien ça. Ça Mm. c'est très bien. Donc globalement, ça c'est quand même, alors mis à part le faux départ, si je puis dire, c'est quand même bien passé ce changement Oui, de nationalité. ouais. Non, ça s'est très très bien passé. Et la Fédé, elle a été très à l'écoute et tout le temps là quand j'avais besoin d'un bout de papier ou quelque chose. Et du coup, merci à eux. Et ouais, ça s'est très bien passé. Oui, parce qu'ils auraient pu te faire un coup de voilà, je dirais pas le mot, hein, mais Ouais. c'était pas non Ils plus auraient dans leur pu. intérêt aussi Bah pour non, eux. enfin, si c'était dans leur intérêt, ils m'auraient gardé en équipe de France, hein. Voilà, donc oui, exactement. Donc finalement, c'est une décision qui va aux deux parties de ce côté-là. Mais bon, après, forcément, tu es content de rejoindre le Royaume-Uni, mais il y a forcément une partie de toi qui est quand même triste. C'est d'avoir porté plusieurs années le blason tricolore. Bon, il y a quand même un déchirement finalement. Ouais, c'est sûr. Enfin, là, je tourne pas le dos, mais je laisse des super coéquipiers. Je laisse une équipe de coachs qui ont été incroyables avec moi pendant mes 3 années au sein de la fédération. Et puis surtout, je me suis donné quand même pour la fédération, hein. Je suis là, j'essaie de la représenter de la meilleure manière. Et du coup, ouais, c'est difficile de partir, mais enfin là, à ce moment-là, c'est plus ou moins le seul choix possible, malheureusement. Est-ce que la décision de changer de nationalité sportive a été entre guillemets plus facile à prendre avec d'autres biathlètes qui l'ont fait par le passé récemment? Je pense notamment à Maya Clotens qui est passée du côté de la Belgique. Est-ce que c'était une source d'inspiration pour toi? C'est pas forcément une source d'inspiration, mais c'est sûr que c'est un très bon exemple. Quand Maya, elle a changé, Maya, elle a changé directement quand elle a été exclue des équipes de France. Et très vite, que ce soit l'hiver d'après ou 2 hivers après, elle fait des performances incroyables en Coupe du Monde. C'est pas donné à tout le monde, hein, de réussir à faire ce qu'a fait Maya, c'est incroyable. Et d'en avoir parlé avec elle et tout, c'est sûr que elle m'a dit que c'était un très bon choix à prendre et que à ma place, elle aurait pris la décision plusieurs années d'avant. Ah oui. Ah donc tu en Ouais. as parlé quand même à Maya? J'en ai parlé à Maya et j'en ai parlé aussi avec Coralie, du coup, qui a aussi changé pour la Suisse. Pile poil au même moment que moi. Ah bah, Elle, moment, hein. elle a pris. Moi, je sais quand elle a pris sa décision de changer, c'était quand même bien plus tôt dans la saison, mais genre de savoir que elle franchissait ce pas, elle a aussi fait partie des équipes de France. Comme Maya aussi, on a tous été au sein des équipes de France au moins une année. Elles l'ont réussi avant moi et ouais, ça m'a donné du courage. Ouais. Et ça m'a surtout permis de savoir que, pourquoi pas. Elles ont réussi, pourquoi j'y arriverais pas non plus, ouais.
on va pas parler pour elle, mais il me semble quand même que c'est un peu pour une raison finalement. Toi, Maya, Coralie, c'est aussi finalement l'équipe de France qui vous a un peu mis de côté. Ouais, ouais, bah enfin, les deux, elles ont leur propre histoire. C'est des raisons propres Évidemment. à chacune, mais au final, on revient au même problème. Hein. C'est des incohérences et des problèmes un peu dans les documents de sélection et les manières dont les sélections sont faites. Après, c'est sûr qu'on serait très bon. Enfin, il y aurait pas de problème, quoi. Oui, tu faudrait pas peut-être. Ouais, nous on a tous Sûr. été des. Non, mais c'est vrai. Nous on a les trois, on a tous été des athlètes assez à la limite à chaque fois des sélections. Enfin, moi, il y a eu quelques fois où j'étais clairement le premier quoi dans un document, mais la plupart du temps j'étais enfin le dernier ou l'avant-dernier à être sélectionné ou justement le premier à pas partir. Et c'est à ce moment-là que les petites incohérences elles peuvent commencer à apparaître et c'est ce qui leur a coûté leur place et c'est ce qui m'a coûté ma place aussi. Ouais. D'ailleurs, on parlait de Coralie D'Angèle, qui, donc tu l'as dit, hein, est passée du côté de la Suisse cet été. Et elle disait, hein, pour Nordic Magazine, que le plus dur pour elle, c'était de ne plus avoir la Marseillaise sur le podium. Tu comprends ce sentiment? Ouais, je comprends son sentiment. Moi, j'adore la France. Hein. Enfin, je suis fier. J'étais très fier de pouvoir être français en biathlon et j'ai chanté cette Marseillaise hein, aussi moi-même des fois. Ouais. Bah, on se souvient de Sonia Rollo. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On l'a chanté des fois plus sagement que d'autres, quoi. Je sais même pas si on Mais, peut dire chanter, parce que au vu de la prestation de l'époque, en tout cas, je me rappelle, j'étais quand c'était même bien marré devant l'écran à ce moment-là. t'as un paquet à bien se marrer, hein, mais non, j'ai pu la chanter aussi au championnat d'Europe et c'est des moments incroyables qui font extrêmement plaisir et même si plus tard je ne chanterai plus la Marseillaise, enfin j'aime encore la France hein, et les performances françaises me feront encore briller. Enfin là cette semaine je regarde ce qui se passe au championnat du monde enfin championnat du monde d'athlétisme et ça me fait aussi plaisir de voir des Français performer, c'est sûr. D'ailleurs, je crois pas que tu me l'as dit, hein, mais ton meilleur souvenir sous les couleurs bleu, blanc, rouge, c'est lequel? Je pense que, enfin, il y en a plusieurs, hein, des meilleurs souvenirs. Je pense que j'arriverai pas à trouver mon souvenir absolu, mais Ouais. ouais, il y a quelque chose qui m'a vraiment vraiment fait plaisir, c'était de remporter la Coupe de France de biathlon. C'est quelque chose dans un palmarès, on n'en parle pas souvent parce que, enfin, c'est que la Coupe de France, il y a pas grand monde. Mais, enfin, peu importe les athlètes en France, enfin, un athlète qui monte sur le podium en France, il peut monter sur un podium en IBU. Hein, ça, j'en suis convaincu. Et d'avoir pu gagner ce classement, surtout la même C'était année en quelle catégorie? moi j'étais encore U21. Ok. Enfin, j'ai remporté le classement senior, hein, enfin U21 Oui. senior. Il va senior, ouais. Mais moi c'était ma première année U21 parce que c'était l'année où je vais à Soldier Hollow. Du coup, mais j'ai passé beaucoup de temps en France aussi cette année-là et j'ai pu faire tout le circuit et ça c'était vraiment un merveilleux souvenir. Et si je devais en penser à un autre, c'était vraiment à chaque fois ces relais où je finis dernier relayeur pour la France, que ce soit Paul Yuka où je traverse la ligne d'arrivée avec le drapeau dans la main. Ça c'est un rêve pour n'importe quel autre athlète de pouvoir traverser une ligne d'arrivée avec le drapeau de son pays. C'est des émotions énormes. Et je pense aussi, cet hiver, il y a Eric qui a traversé la ligne d'arrivée des championnats de France par comité avec le drapeau savoyard. J'étais très très jaloux aussi de ce moment-là. Mais bref. Et du coup, ouais, à chaque fois, ouais, que ce soit Paul Yuka, que ce soit à Soldier Hollow, ou que ce soit au Kazakhstan, traverser une arrivée en tant que dernier relayeur français, c'était énormément de fierté et c'est des sentiments que je revivrai sûrement jamais. Enfin, c'est sûr que je les revivrai jamais, en tout cas avec le drapeau bleu blanc rouge. Ouais. On espère que tu pourras le revivre. Avec un autre drapeau bleu blanc rouge, mais Ouais, exactement. avec des Mais des motifs formes un peu différentes. différents. Exactement. Exactement. Mais oui, c'est sûr que c'était des super souvenirs. Alors, Jacques, on va parler de tes haters par rapport à ton changement de sélection, parce qu'il y a eu des réactions. Alors, finalement, tu n'as pas officialisé encore ton changement de sélection. Hein. C'est les médias qui en ont parlé en premier.
D'ailleurs, nous, on n'en Ouais. a pas parlé de notre côté, mais Ouais. c'est venu aux oreilles de certains médias. Il y a ensuite la Fédé britannique qui l'a partagé, le groupe nationaux sur les réseaux sociaux. Mais donc, c'est revenu aux oreilles de certains médias et il y a eu des réactions sous les articles. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui disent que tu as pleinement profité des structures françaises au début de ta carrière pour finalement pour partir en outre-Manche? Bah, je leur dis déjà pourquoi pas avoir profité pleinement des structures. Hein. Enfin, c'est l'objectif. Quand tu es un athlète français et que tu fais partie des équipes de France, de profiter à fond du système dans lequel tu es. J'ai envie de dire, si tu n'en profites pas à fond, qu'est-ce que tu fais, quoi? Enfin, c'est comme quand tu es au boulot, tu fais ton job à fond et tu fais tout ce que tu peux pour réussir. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais ce que je leur dis, c'est que malheureusement, quand il n'y a plus de place pour toi, tu vas pas rester, quoi. Il faut que tu continues à te battre autrement, et c'est ce que je vais faire. C'est un peu une question de survie, on va dire. C'est pas que ça n'allait plus pour moi de rester en France. Je pars pas parce que je suis assez bon et que j'aime plus la France. Hein. J'adore la France, mais c'est plus l'endroit pour moi pour performer, et il va falloir que je crée ma propre histoire et mon propre chemin, et c'est pour ça que je pars. Ouais, donc ce genre de réaction, tu comprends pas forcément parce que on parle le mot peut-être fort finalement, mais trahison Non, dans mais ton pays. quand on lit ce qui se passe sous les posts Facebook de divers médias et de divers groupes, on se dit, il y en a, tu prends peur, hein, tu prends peur. Moi, ça m'est déjà arrivé de parler de beaucoup de sujets sans les maîtriser finalement. Le problème, Ouais, non, mais c'est ça. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des podiums et que des personnes derrière répondent, et pourquoi est-ce qu'on l'a mis dernier relayeur? Je leur dis, je monte sur le podium. Qu'est-ce que tu demandes d'autre, et c'est juste, c'est des gens qui pensent tout connaître. De toute façon, il y en a dans tous les sports. Il y en a de plus en plus dans le biathlon. Mais au final, continue à commenter. Hein. Nous, ça nous fait du buzz, ça nous fait grandir et ça fait grossir notre sport, plus d'audience, plus de visibilité. Et c'est que du bon pour nous, du coup. Moi, la haine, je l'adore. Hein. Commenter, ça me fait de l'audience. Mais donc, bon, les haters, on s'en fout un peu finalement, mais surtout les personnes autour de toi, Jacques. Est-ce que tout le monde a compris ton choix, ou finalement, tu as peut-être des amis ou des autres personnes qui étaient un peu dans l'incompréhension? Non, je pense que tout le monde comprend. Enfin, il y en a qui sont très déçus que je parte, parce que c'est le duel franco-britannique, il est quand même énorme dans tous les sports. Hein. Un Français, il ne supporte pas les Britanniques. Hein. Déjà, on le voit dans le vélo, à chaque fois que c'est un Anglais devant, là, il n'y a plus rien qui va. Hein. D'ailleurs, je te le dis, je te spoil un peu, mais je te tease un peu, tu teases un peu le jeu de tout à l'heure, dans quelques minutes. Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, du coup, non, mais la plupart de mes amis, ils savent ce que j'ai vécu. Il y en a qui savent mieux que moi ce que j'ai vécu, parce que quand j'ai fallu retranscrire un peu ce que j'ai pu vivre au sein de l'équipe de France, il y a des moments que j'oublie, et c'est des amis à moi qui me les rappellent. Du coup, merci à eux. Mais eux, ils comprennent pourquoi je pars. Ils savent que je suis pas là pour les détruire. Hein. On reste des très bons amis. Ma famille, mes parents, ils comprennent aussi, mais mes grands-parents, eux, qui sont seulement britanniques et pas français, ils sont très contents, parce que du coup, je rentre au pays mère. Ils sont très satisfaits de ce choix, mais non, ça a été très bien accueilli, et je remercie surtout aussi mes partenaires et la station des Jets qui continuent à me soutenir malgré ce changement de nationalité. Ils auraient pu me laisser tout seul et me débrouiller tout seul, mais que ce soit Rossignol, que ça soit les Jets ou que ça soit le Timo de Savoie Nordique, tout le monde me garde, et moi ça me fait énormément plaisir, ça me touche énormément. Donc t'as du soutien, c'est le principal finalement, toujours autour de toi. Est-ce que finalement, moi la question que je me pose maintenant, c'est au niveau de ta préparation cet été. Finalement, il y a eu des changements ou pas par rapport aux années passées? Eh pas du tout. C'est ça qui m'a fait plaisir à moi. On est une année olympique quand même, et de changer de préparation en année olympique, c'est jamais le scénario idéal. Au printemps, on a dû discuter avec le président du team, Jean-Claude Roguet, mais aussi avec le département, parce que le team est financé à 90% par le département de la Haute-Savoie. Est-ce que ça les dérangeait de soutenir un athlète international? Et au final, pas du tout. Ils étaient très contents, et moi je suis content aussi, parce que en fin de compte, je reste un athlète du ski club des Jets, je représente les Jets, je suis fier de représenter la Haute-Savoie.
en France, au Royaume-Uni, mais sur toutes les courses internationales, et ça me touche énormément. Du coup, non, je reste au sein du Team Haute Savoie Nordique que j'ai connu l'an dernier. Je me suis entraîné tout l'été avec les plus jeunes du comité de ski du Mont Blanc, et c'est aussi, enfin, je vais pas dire une chance pour eux, c'est pas forcément une chance de m'avoir dans leur groupe, mais eux, ils sont très contents de pouvoir échanger avec moi, parce que mine de rien, j'ai quand même participer à des courses de très haut niveau. C'est leur rêve, et ils n'hésitent pas à poser des questions sur comment gérer certains moments, comment bien s'entraîner et tout. Et moi, c'est aussi pour ça que je suis content de rester au sein de cette équipe. Je peux redonner à l'équipe ce que l'équipe m'a donné, et ça fait énormément plaisir. Donc tu es toujours au sein de ton comité, Jacques, mais est-ce que tu es en contact avec les coachs britanniques? Pas beaucoup encore, de plus en plus, parce que l'hiver approche et qu'il va falloir organiser l'hiver. C'est pas facile, mais non, là je parle quand même avec le DTN britannique pour savoir un peu comment organiser l'hiver. J'ai eu des appels avec je vais vous parler de plein de personnes, et on se dit c'est une petite fédé, mais elle est quand même très bien développée, la On fédé. est là pour ça, ouais. Ouais, je parlais avec le sport scientist de la fédé britannique, qui a lui formé des médaillés olympiques, hein, dans divers sports. On a parlé un peu de ma préparation, de comment je m'entraîne, de ma vie à côté. Du coup, ouais, je suis en contact avec eux. Je le serai de plus en plus, parce que pendant l'hiver, je vais. Enfin, c'est pas mon coach comité, il vient pas sur les courses internationales avec moi. Du coup, je vais me rapprocher de plus en plus qu'eux, mais pour l'instant, on reste à l'affût de mon programme et de ce qu'on a prévu avec Émeric, et on restera sur ce programme au moins jusqu'à la fin du mois de novembre. Ouais. Je t'ai pas demandé tout à l'heure, hein, quand tu as fait la bascule, mais j'imagine que côté britannique, ils sont très heureux d'avoir un athlète de ton niveau. Ouais, ils sont très heureux. Enfin, et c'est sûr que ça fait plusieurs années qu'ils m'envoient des messages pour me demander si j'ai envie de changer et tout. T'as le terrain, déjà eux. Ouais, ah bah oui, ça fait plusieurs années qu'ils tâtent le C'est bien terrain. les rediffs, ça. Hein. mais du coup, quand je leur ai annoncé que je changeais, ils ont été très très contents. Ça nous permet de débloquer peut-être des financements en plus, des choses comme ça. Si j'arrive à prouver que je peux être un espoir pour des top 30, des top 20, des top 10 aux Jeux Olympiques, c'est ce qui compte, hein, aux yeux des personnes qui donnent les sous, et du coup ça fait plaisir à tout le monde. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir aider la fédération à se développer, et ça leur fait plaisir d'avoir un athlète ici pour les aider aussi. Ouais. Je voulais qu'on parle encore un peu plus de la structure britannique, parce que honnêtement, le biathlon au Royaume-Uni, hein, c'est bon, tu penses plus au rugby ou à la première ligue, hein, de football. Ouais, c'est sûr. Ou à la Formule 1, quoi. Mais comment... Alors, il y a un siège, déjà, il y a un basé quelque part, il y a vraiment... Enfin, comment ça se passe? En gros, le biathlon, historiquement, au Royaume-Uni, a été rattaché à l'armée. C'est un sport militaire. Au championnat du monde militaire, enfin au championnat britannique de biathlon, il y a 300 inscrits. Hein. C'est énorme. Ah oui. Il y a vraiment du monde, mais ce sont tous des athlètes militaires qui font ça. Donc en fait, on vit encore un peu dans le passé par rapport aux nations. Par rapport aux du coup, non. Enfin, en gros, ce que je disais, c'est historiquement militaire, mais là, ça fait 4 ans maintenant qu'ils se sont détachés du coup de la structure militaire, et qu'ils ont lancé leur propre union. C'est The British Biathlon Union. Et il y a un siège social. Enfin, c'est pas un bâtiment. Pour l'instant, je crois que c'est chez quelqu'un, mais on n'a pas besoin d'un bâtiment pour se gérer. Ouais. C'est des personnes qui sont aux 4 coins de l'Europe, hein, qui font tourner notre fédération, et etc. Mais non, il y a des équipes. Est-ce qu'il y a des stades de biathlon? Ça sent mon expertise, hein, mais non. Oui, il y a pas des stades de biathlon à proprement parler avec 30 cibles, mais bon. Quand on regarde le Grand Bornand, il y a un stade de 30 cibles, et il sert 1 semaine dans l'année. Du coup, ça sert après, pas forcément à grand-chose. Prémanon, voilà. Mais il y a des sites avec des cibles où on peut courir et tirer. Quelques sites où on peut skier et tirer. C'est pas des sites de biathlon à proprement parler. Ils sont pas faits pour le biathlon. C'est tous des sites militaires, mais le biathlon se pratique. Il y a des cibles. Il y a 2-3 équipes là-haut qui organisent des entraînements et tout. Et non, ça se développe. Au total, je crois qu'il y a plus de 55 athlètes vraiment licenciés à la fédération, hors militaire. Tu rajoutes les militaires qui, eux aussi, prennent une licence British Biathlon. Maintenant, ça fait beaucoup de monde. Ouais. Est-ce que tu sais si le biathlon est un peu suivi au Royaume-Uni?
C'est sûr qu'il est suivi parce que les médias en parlent de temps en temps. Il y a eu des athlètes qui ont brillé en Coupe du Monde, hein, Scott Dixon à l'époque, Amanda Lightfoot là récemment, qui a arrêté il y a 2-3 hivers maintenant. Mais non, c'est suivi, c'est retransmis sur Eurosport comme en France. C'est regardé. Il y a plus de vélo et l'hiver du coup va forcément qu'ils regardent quelque chose d'autre et j'espère de pouvoir les faire regarder un peu plus de biathlon et ça ferait plaisir. On n'est pas encore arrivé par contre au fait qu'on aura un biathlète sur la première page de The Sun. Je pense qu'on n'est pas encore. Non, pas encore. Mais qui sait, hein, moi je suis toujours très je vais continuer à parler, je vais faire le plus possible pour pousser ce sport là. Mon annonce de changement de nationalité, j'ai contacté 2-3 presses britanniques. On va voir s'ils peuvent c'est bien. communiquer un peu là-dessus. Ça va faire grandir un peu notre sport et quand la Coupe du Monde elle va attaquer. On sera, moi j'y serai pas en début d'hiver, mais à partir du milieu d'hiver, on sera au moins 5 athlètes en Coupe du Monde sous le maillot britannique. Du coup, ça fait plaisir. C'est bien. Alors, juste avant de parler de la prochaine saison et de l'avenir, j'avais juste une petite dernière question. Tu connaissais quand même du monde dans les rangs britanniques avant que tu débarques ? Pas personnellement. C'est des athlètes que tu croises pendant l'hiver et sur les différentes IBU Junior Cup, les IBU Cup et tout. Du coup, c'est des personnes que j'ai déjà vues. Je sais comment elles s'appellent. J'en suis beaucoup sur les réseaux. Shona et Chloé qui sont issues il y a Chloé Dupont qui était aussi française. Oui, il y a Chloé Dupont qui était au comité de ski du Mont Blanc avec moi à l'époque. Du coup, les deux là, je les connais très bien. Iris, qui est une des coachs, elle habite dans la vallée des Aravis, je la connais très bien aussi. Mais puis là, depuis que la reprise elle a attaqué, quand j'étais à Bessan, et il y avait Marcus Webb et à Fourremeux, j'ai pu voir Matthew Chronicle, je crois. Et du coup, j'ai pu faire connaissance avec eux et ça va être mes coéquipiers pendant l'hiver. Ouais. Et comme petite dernière question sur ça, par rapport à la préparation, est-ce que c'est la débrouille pour tout le monde là, t'as l'impression, ou il y a quand même des stages, tout ça je sais que... En gros, il y a des stages qui sont organisés. En gros, c'est quand même assez la débrouille pour le groupe Coupe du Monde. Dont je fais partie, mais pour les circuits inférieurs, il y a des stages hyper réguliers qui sont organisés tout le temps aux 4 coins de l'Europe. L'IBU fait pas des choses des fois, des stages aussi pour les petites nations ? Si, l'IBU elle organise des stages aussi auxquels la fédération elle participe, mais la fédération organise aussi, la fédération britannique organise aussi ses propres stages avec ses propres athlètes. Mais non, ouais, il y en a. C'est la débrouille. Pour les athlètes Coupe du Monde, c'est un peu la débrouille, mais pour les autres, c'est structuré. Ouais, c'est un sacré défi quand même que tu te lances, hein, Jacques. Parce qu'on pourrait dire que c'est la facilité entre guillemets de changer ça, mais on t'entend. Non, ça va pas être facile. Hein. Là, déjà, quand je vois un peu, en gros, quand tu rejoins l'équipe de France, tu payes ta cotisation. Derrière, tu fais plus grand chose. Hein. On t'amène sur les courses, tout est organisé, les hôtels et tout. Là, les hôtels et tout sont organisés, mais les déplacements, il y en a beaucoup. C'est encore à moi de les faire et ouais, je vais apprendre petit à petit. Je saute dans le grand bain. Je vais pas hésiter à appeler Shona pour lui demander comment elle fait, mais je vais bien y arriver. Comment ça se passe pour loger, par exemple, sur la Coupe du Monde ? Est-ce que les athlètes doivent sortir le porte-monnaie ? Est-ce que la fédération anglaise a ce qu'il faut ? Est-ce que c'est l'IBU qui aide les équipes ? Tu sais comment ça se passe ? Alors, l'IBU aide beaucoup les équipes. Après, l'IBU aide toutes les équipes, hein, que ce soit la France, le Royaume-Uni, la Norvège. L'IBU, il donne des très beaux chèques à chaque nation. Des chèques qui sont redonnés au biathlon, qui peuvent être aussi redonnés à d'autres sports au sein de notre fédération, malheureusement. Okay. Mais ça, c'est un débat pour un autre jour. Hein. Ce serait pas un sport où tu descends vite, par exemple Ouais, avec des tickets. Ouais, après, ça aide aussi des sports qui ont plus de mal, hein, comme le combiné nordique. Enfin bref. Mais non, en gros, oui, je vais devoir sortir le porte-monnaie. C'est beaucoup, et il y a beaucoup d'aide, hein, on va pas se le cacher, mais il y a quand même 2-3 déplacements qui vont coûter très cher. Heureusement, cette année, l'IBU Cup par outre-Manche, mais je choisirais d'aller en Coupe du Monde si j'ai le niveau à la fin de l'hiver plutôt que d'aller outre-Manche, même pas outre-Atlantique. Hein. Mais du coup, non, si vraiment il y a des déplacements qui sont trop loin, moi je peux faire le choix d'aller sur un autre circuit et de réduire un peu mes déplacements, réduire un peu mes coûts et je vais m'en sortir, j'espère. Je me suis pas encore vraiment penché là-dessus. Il faudrait que je le fasse, hein, parce que l'hiver il est dans 2 mois. Hein. Ouais. Justement, Jacques, on va se pencher sur la prochaine saison en termes sportifs, d'objectifs. Concrètement, là, ça t'offre quoi comme opportunité là, sportivement de rejoindre
le Royaume-Uni pour la prochaine saison olympique? Et normalement, ça m'ouvre la porte au jeu. C'est ce qu'on espère. Ça va être mon grand défi et mon grand objectif de cette année. Ça va être de participer aux Jeux Olympiques d'hiver 2026 de Milan-Cortina. Et pour ceci, il faut que je fasse partie des 12 meilleurs athlètes en dehors des 20 premières nations de la Coupe du Monde. En gros, les 20 premières nations ont déjà des quotas. Du classement des nations pendant l'été, ont déjà des quotas. La liste, elle changera pas en fait. Elle est déjà fixée. Et du coup, dans toutes les autres nations, hors de ce top 20, il y a des athlètes qui visent les Jeux. Et il y aura 12 places normalement. Et j'ai jusqu'au 18 janvier, le soir de Oborov ou de Ruhpolding, je sais plus quelle course c'est. Ruhpolding, il me semble. Ruhpolding, ouais, mais pour marquer assez de points et pour partir aux Jeux Olympiques, ouais. Alors, c'est pas le même système de poids que la Coupe du Monde. C'est un système de notation particulier. Ouais, voilà, c'est vous les experts. Hein. C'est plus moi l'expert là-dedans maintenant. Les mecs n'est pas là. C'est des. Ouais, Mike aide-nous là. Mais non, ouais, mais je crois il y a des points IBU, c'est des points invisibles que personne. Enfin, je sais pas où les trouver ces points, mais elles existent. C'est comme les points FIS, mais qui sont là pour le biathlon. Et du coup, va falloir que je marque des points IBU. Et je peux les marquer en IBU Cup et en Coupe du Monde. Je sais pas si je marque plus de points dans un circuit ou l'autre. On verra. Oui, parce que finalement, si tu marques autant de points dans l'un que dans l'autre, autant peut-être rester en IBU Cup finalement. Moi, c'est du coup là, ça mène un peu sur comment je vais organiser mon début d'hiver. Au début, je voulais faire les 2 premières IBU Cup et ensuite aller au Grand Bornand pour la Coupe du Monde. C'est bizarre malheureusement, ça. Malheureusement, j'ai appris en début de semaine que je vais pas pouvoir aller au Grand Bornand. Pourquoi ? C'est ma grosse déception, mais en gros, pour aller au Grand Bornand, il me faut une wildcard aussi pour la Coupe du Monde. Et la liste des wildcards nations, elle a été faite directement à la suite de l'hiver. Et notre demande pour que je l'intègre, elle a été faite beaucoup trop tard. Ils ont fait la liste en avril et on a demandé en août. Mais du coup, ça aurait pu passer par contre quand même. Ouais, ça aurait pu passer parce que je suis déjà sur la liste d'Oborov et de Ruhpolding. Du deuxième trimestre. En gros, il faut juste que j'attende la fin du premier trimestre. Ouais, ça on ne sait pas forcément de l'extérieur. Qu'il faut se mettre sur des listes, faut avoir des cartes pour participer. Faut avoir des points. Parce que nous, on se contente des sélections françaises, 6 hommes, 6 femmes. Mais c'est juste que normalement, le niveau pour aller en Coupe du Monde, il y a un niveau, mais normalement, j'ai le niveau pour y aller. Hein. Ce que je dis, quand là je change de nation, mon objectif c'est pas juste de participer, hein, c'est de performer et de réaliser des podiums, des top 10, des top 30. Et du coup, normalement, je devrais avoir un niveau pour aller en Coupe du Monde et j'y serai à partir de Oberhof. Bon. Jacques, si on est honnête, si tu prends une course de Coupe du Monde, même DB Cup, tu finis devant des Français, j'imagine qu'il y aura quand même une certaine fierté. C'est sûr que je serais fier parce que c'est les athlètes avec qui je me compare le plus. Hein. Tu te compares le plus à tes coéquipiers. Certes, c'est plus mes coéquipiers, mais je suis quand même dans une structure techniquement française. Du coup, en soi, on a la même préparation. Je serais extrêmement satisfait, bien sûr, de battre des Français. Je le dis à la fin de ma newsletter. C'est une petite phrase, elle m'a fait plaisir. Faudrait que j'arrive à la ressortir, mais je dis à tous mes anciens coéquipiers, à tous mes anciens partenaires, je vous adore, mais à partir de maintenant, on n'est plus dans la même équipe. Sur la piste, nous serons des adversaires. Je vais vous battre et j'ai hâte de ça. Et ouais, j'ai vraiment hâte de ça, de prendre le départ face à eux avec des couleurs différentes, avec mon très beau Union Jack. Et... En soi, c'était quand même encore des adversaires. Aussi, oui, c'est toujours des adversaires, mais disons quand mon adversaire français au départ il réalise un podium, moi je suis un athlète qui est quand même content pour tout le monde. Il y a des athlètes, ça c'est ma manière de faire, mais il y a des athlètes, c'est sûr que ils veulent jamais qu'un Français gagne, même s'ils sont français. Moi, l'an dernier quand Gaëtan faisait des podiums, j'étais super content parce que on a eu la même préparation et ça montre que j'étais capable de faire la même chose que lui, quoi. Ouais. Non, c'est vrai que maintenant, sous de nouvelles couleurs, de nouveaux adversaires, tu le dis. Jacques, juste pour revenir sur les jeux, tu penses que c'est vraiment possible? Parce que 12, il reste quoi? 12 quotas, tu disais? C'est quand même très peu. C'est short comme liste. Ouais. Est-ce
est-ce que tu as déjà fait un peu tes calculs, tu as regardé un peu Non. les autres nations, les adversaires potentiels que tu pouvais avoir Ouais, j'ai regardé un peu les athlètes potentiels. C'est des nations comme la Corée du Sud, la Macédoine du Nord, la Mongolie. Enfin, c'est des petits pays. Mais il y a tout le temps, ou la Groenland, par exemple, avec Stettlemark. Oui, le frère. J'oublie son prénom. Mais mais il y a il y a des athlètes à chaque fois. Dans chaque pays, il y a un athlète qui est très très bon. Et Legovic, pour la Croatie, il est très très bon. Et ça va être short, mais c'est un défi dans lequel j'ai toutes mes cartes. Je pense je suis capable de le faire et je serai au jeu cet hiver. Il y a pas d'autre question. Ce serait une grosse désillusion pour toi de ne pas être au jeu? Ouais, je pense que je serai très très déçu, c'est sûr. Mais je pense que après coup, je relativiserai un petit peu. C'est ma première saison sous une autre couleur. J'ai pas fait beaucoup d'Ibu Cup dans ma vie. J'ai fait que 3 week-ends d'Ibu Cup, hein, un en 2021 et 2 cet hiver. J'ai jamais fait de Coupe du Monde. Je vais là, je vais devoir enchaîner des courses beaucoup plus régulièrement, une chose qu'on n'a pas l'habitude de faire en France. En France, on a 2 courses tous les week-ends, tous les 2 week-ends. À l'international, ça peut être 3 courses tous les week-ends pendant 3 semaines. Enfin, ouais, 3 courses par semaine pendant 3 semaines. Ça va être très dur. Mais je m'entraîne pour. Et si j'y arrive pas, je serai déçu. Mais je sais que tant que j'aurai tout donné et pour y arriver, je serai super satisfait de moi-même. En tout cas, on serait ravis forcément, évidemment, hein, Jacques, que tu atteignes tes objectifs. On serait comblé qu'on puisse te voir au jeu de Milan-Cortina. Ce serait vraiment Ouais, ça ferait un vrai ça plaisir. ferait Même plaisir. si, bon, il y a la petite déception forcément que plus sous les couleurs françaises, mais voilà, tu penses avant toi, à toi avant tout, et c'est le principe. Mais je pars pas loin. Je reste en France et je parle toujours français. Ouais. Et je répondrai toujours à vos questions d'interview en français, à moins qu'on se mette à les faire en britannique maintenant. Non. On va rester en français déjà, Jacques, pour le bien de nos auditeurs, de leurs oreilles. Je me mets en première ligne par rapport à ça. Mais ouais, ce sera en tout cas peut-être la première fois que je vais soutenir un Britannique dans le sport. Ça me fait plaisir. Jacques. Donc, Ça me fait plaisir. Mais, voilà, donc non, mais Jacques, en tout cas, on te souhaite le meilleur pour cet hiver. Déjà pour la fin de cette préparation. Que tout se passe bien, Ouais. que ton plan se Ah oui. déroule comme il Ce faut. week-end, première Ouais. course sous les couleurs britanniques à Arson. J'ai Exactement. hâte. Ça va être un grand défi. Par contre, tu et- seras sous les couleurs de ton comité, par contre. Oui. Bah, Ouais. je pense sur la liste enfin, j'ai aucune idée, Oui. mais je pense sur la Il y liste aura des résultats, drapeau. il y aura marqué Grande-Bretagne, ouais. Mais je serai avec mon comité et je courrai avec l'équipement du team, hein. Je suis pas rattaché au comité du team Haute-Savoie Nordique, ouais. Bon. Donc, on a hâte de voir ça. Et d'ailleurs, il y aura en plus un live vidéo, il me semble, hein, pour ce Ouais, streamer il y a tour. tout, il y aura des gradins, il y aura live vidéo, ça va Ouais. être quelque chose, hein. C'est le grand week-end français, comme tout On le a monde. fait les choses en grand pour toi, Jacques. Hein. Voilà, c'est tout. Bah oui. Il y aura plein de drapeaux britanniques dans la foule et tout, ça va être Ouais. trop bien. Ouais, mais moi, je n'y crois pas trop non plus, hein, Jacques. Pour l'instant, mais faut J'irai pas les être trop installer déçu. moi-même. Voilà, exactement. Et alors, comme promis, Jacques, on va terminer par Petit petit jeu. défi. Alors, tu me disais que tu n'avais pas d'idée par rapport à ce que ça pouvait être. J'ai peut-être une idée en plus. Enfin, est-ce que je vais devoir comparer des athlètes français à des athlètes britanniques ou Alors, non, c'est pas ça, mais tu es un peu dans le thème. Ça va être en fait un France versus Angleterre. Aïe. Ça va être des thèmes différents, et tu vas devoir choisir lequel voilà, tu vas aller lequel. J'ai hâte. Bah, d'ailleurs, le premier, c'est pas compliqué, hein. Jacques, l'anglais ou le français? À chaque fois, je vais être là, je vais me justifier comme tout le temps. C'est une question qu'on me pose souvent. Ah En ouais, gros, faut savoir, d'accord. moi, à la maison, je parle tout le temps britannique. Je suis Tu as anglais. des parents je parle- britanniques, donc Ouais, mais je parle anglais à la maison. Ok. Avec mes amis, je parle tout le temps français. Mais quand on regarde sur les réseaux, les choses comme ça, il y a du français, il y a de l'anglais. Mais je pense quand même que Le franglais, je choisirais. Exactement, ouais, beaucoup de franglais. Je pense que je choisirais le français. J'ai plus de vocabulaire français que j'ai de Ok. vocabulaire britannique. Parce que j'ai été à l'école en France, hein, et tout. Et même si j'ai encore du mal dans certaines choses, et
il y a 2-3 amis à moi qui hésiteront pas à me reprendre sur tout le temps. Mais c'est pas grave, je les aime quand même. Et quand tu parles français, tu réfléchis en anglais ou tu réfléchis quand même en français? Parce que je sais que certains arrivent à faire cette Bah gymnastique. là, en parlant français, je réfléchis en français, et si je dois faire de l'anglais, je réfléchis en anglais, mais Ouais, donc t'arrives à... Ouais. j'arrive à faire les deux. Non, je suis vraiment bilingue de pour tout, et c'est incroyable. Bah ça, c'est aussi quand même... Ouais, non, c'est une chance énorme. Voilà, c'est une chance énorme, en effet. Bien, donc le français, Jacques. Au niveau du sport, tu es plus équipe de France ou équipe d'Angleterre ou équipe du Royaume-Uni, hein, au sens large? Alors là, je me disais que je vais jamais prendre de décision jusqu'au moment où les deux équipes elles s'affrontent pas. Et ça a failli faire à la Coupe du Monde de foot, hein, je crois. Ouais. Et du coup, ouais, je choisis des. Et à chaque fois, maintenant, je pense que va falloir. De toute façon, mes amis, maintenant, ils vont me forcer à choisir la Grande-Bretagne. Ils vont pas me donner le choix. Sportivement, je suis même plus français. Je suis même Ah plus oui. français pour la nationalité sportive. Du coup, à l'époque, je pouvais dire non, là, je suis français. Regardez, je cours pour la France. Maintenant, non. En Plus fait, d'excuses, je hein. cours ouais, là, j'ai plus d'excuses. Du coup, je pense qu'à partir de maintenant, il va falloir que je supporte la Grande-Bretagne. Hein. J'aurai plus le choix. Faut que j'assume mes positions et et puis Ah voilà. ouais. Donc, Angleterre. Angleterre, allez. Donc, t'es plus pour le 15 de Rose, 15 de France. Non, bah maintenant, si j'assume ma position, ouais, Non, je suis mais obligé de ouais, dire ok. que je préfère Non, mais on verra les conséquences, Jacques. allez. C'est tout, hein. Ouais. Non, mais elle risque de faire très mal là. Ok. Donc, première grosse Oscillation déception. prochainement. Première grosse déception, donc, pour Jacques. Ça va, Après, je me tu me disais en rattacherai- je me F1, rattacherai au McLaren, vélo. plus McLaren que Alpine. Je te comprends, hein, évidemment, hein, là, il n'y a pas de doute. Je- Après, j'ai mon pilote préféré, et il part pour une équipe italienne. Je peux plus supporter Ah ça. oui. Enfin, Ah, c'est ce qui est terrible, c'est que moi, je suis pour Ferrari et de voir Hamilton. Pour moi, l'équipe passe avant tout, donc ça me va, Ouais. mais Bah, c'est pour ça, moi aussi, l'équipe passe avant tout. Du coup, je supporte Mercedes. Et ouais, il y a l'italien chez Mercedes. Ils ont pris Kimi et puis en avant. mais bon. Ok, donc Angleterre, niveau sportif Ouais, pour ça me va. Jacques, c'est pas grave. Alors, Londres 2012, Paris 2024. Bah là, mon choix, il est facile. Hein. Je suis pas allé à Londres 2012, mais je suis allé au Anniversary Games l'année d'après, les jeux des 1 an. C'est dommage qu'on n'a pas fait ça en France cette année, ça aurait pu être très très stylé. Mais quand même, Paris 2024, hein, j'y suis allé, j'ai vécu ça de mes propres yeux, c'était des émotions énormes. J'ai pu voir des Français sur le podium en kayak, j'ai pu voir des Français sur le podium en escrime. J'ai pu chanter la Marseillaise dans le grand palais lors de l'escrime par équipe. C'était magique, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et j'espère, moi, pouvoir vivre ça cet hiver au jeu à Antols, et pourquoi pas dans 6 ans en jeu 2030, ouais. Bon, et Londres, t'étais un peu jeune aussi, hein, peut-être aussi. Londres, Donc, j'étais très jeune, ouais. Ouais. Donc forcément, ça compte aussi de ce Très côté-là, jeune. j'imagine. Mais j'ai quand même des petits souvenirs. Je me souviens très bien de la mascotte qui était un peu space des Jeux de Londres. Ok, c'est vrai que Paris 2024, évidemment, un grand moment pour le sport français il y a 1 an. Donc Paris 2024. Ensuite, la culture, Voilà, plus française ou Angleterre? ouais, là, mes amis vont me dire que je suis très britannique dans certaines choses que je mange et dans certaines choses que je fais. Je sais, je mange du porridge tous les matins. C'est très anglais de manger du porridge tous les matins, mais En effet. je fais des mélanges. Je peux faire des mélanges culinaires chelous. Mais non, je préfère largement la culture française. Enfin, j'ai grandi ici en France. Ouais. J'ai grandi avec les apéros, les repas un peu tard chez les amis et tout. Et du coup, non, la France largement. Ouais. Ouais. Bah, un peu pour rester dans le même thème, finalement, la gastronomie. Ouais, bah française aussi, même mais même la gastronomie un peu plus au Savoyard des Savoyards. Enfin, je suis très plat avec du fromage, j'adore le fromage et tout. Mais bon, après, si on pense juste à un plat britannique, c'était le fish and chips. Ça, on me l'enlèvera jamais. J'adore ça. Ça fait si longtemps que j'ai pas mangé un vrai fish and chips. Au printemps, je vais retourner au Royaume-Uni et je vais m'en prendre un. Je suis obligé. Le problème, c'est ça, c'est fish and chips en Angleterre et puis plus rien, quoi, en fait. C'est ça. Voilà, exactement. Ok. Si, il y a des trucs pas mal, mais juste on les mange pas souvent, quoi. A Sunday roast, ça c'est très très bon aussi. C'est quoi? Le repas du dimanche, c'est le repas du dimanche, quoi. C'est souvent. C'est le poulet frites, quoi, en fait? Non. Enfin, ouais, mais c'est pas un poulet frites, c'est quand même plus complet qu'un poulet frites.
Non, on va dire dans Je l'image, sais en pas le fait, décrire. tous les Et frites, j'ai un, Texas Walker Ranger, Grand Prix de Formule 1 sous j'ai un, TF1. ouais, et j'ai un repas, mon repas de Noël est tout le temps très très britannique et ça c'est incroyable aussi. Ouais, bon, ok. La géographie, les paysages. Enfin non, mais là, je suis obligé de dire chez moi, j'ai la Haute-Savoie. J'habite ici, je suis fier de où j'habite, je suis hyper chauvin. Mes amis, mes potes, je les saoule tellement, je leur parle de ma vallée et comment je trouve chez moi incroyable. Et qu'ils sont venus pour la première fois dans notre vallée là ce week-end pour faire le KMV. Et j'aurais pu leur montrer, mais regardez comme c'est magnifique chez nous, quoi. Merde. Ouais. En tout cas, il n'y a pas débat sur ça pour toi, Jacques. La dernière, c'est peut-être la plus difficile. C'est celle qui va te mettre la plus dans la sauce, je sais pas. Plus la Marseillaise ou God Save the King. Ouais, si, je le chante, hein, God Save the King quand il y a le rugby et quand le Royaume-Uni joue, les choses comme ça. Et Free Lions, mais ouais, les deux sont très beaux. C'est des très belles hymnes. Euh, mais je peux plus Faut un dire la choix. Marseillaise. Je suis obligé de dire God Save the King maintenant. Aïe, aïe, aïe. C'est l'hymne que j'aimerais chanter moi sur un podium un jour. Du coup, ouais, God Save the King. Même si la Ouais, Marseillaise, je l'ai chantée, je l'ai jouée avec mon brass band dans un groupe de musique pendant des années aussi. Mais ouais, God Save the King. c'est Pas le un choix. hymne que t'as compté pour toi aussi, qui depuis tout petit, God Save the King. Ouais, quand même. Enfin, c'est quelque chose que j'ai pu chanter, que je connais, mais je suis pas spécialement rattaché à ça encore. Mais maintenant, ouais, je vais me rattacher à ça de plus en plus et j'espère le chanter moi-même un jour sur un podium. Ce serait incroyable. Ok, bon bah on le souhaite pour toi évidemment, Jacques. Mais bon bah en tout cas, bah, vous pouvez juger sur les choix Ça de va. Jacques maintenant. Hein. J'ai survécu au dilemme. Ça va. Tu t'attendais à aussi difficile ou pas ou ça va Non, on est ça bien allait, sorti. ça allait, ça allait. Ouais. J'aurais pu. C'était les questions normales. Qu'est-ce qu'on préfère, la nourriture, le paysage. Non, j'ai fait un truc un peu plus général, mais Oui. en Angleterre, mais oui, bon, le but c'est pas non plus de te piéger non plus, te mettre totalement dans la j'espère sauce, Jacques. pas tout de Ça suite. devrait aller, ça devrait aller. Pas tout de suite. Ah, On en je me fera. mets déjà assez dans la sauce avec 2-3 choses que je dis dans ma newsletter. On va éviter de le faire aussi sur Mm. les podcasts. Et d'ailleurs, ta newsletter, Jacques, on t'en a parlé pendant tout cet épisode. Vous la retrouvez hein, Mm. sur ton blog. Finalement, il sera mis à jour dans ce jeudi. Sur Substack. J'écris sur Substack. Je crois que c'est jacquesjeff.substack.com, mais vous pouvez le retrouver sur Insta, sur TikTok, Twitter. De toute façon, je vais bombarder. Elle sera de partout. Vous pourrez pas la rater. J'espère que Biathlon Live, ils feront peut-être un petit article et ils le mentionneront et vous pourrez le retrouver là-dessus aussi, mais elle sera de partout. Ouais. On verra. Je vais réanalyser tes réponses du petit jeu et je te redirai. Mais en tout cas, l'épisode là sort donc le jeudi dans l'après-midi, fin d'après-midi. La newsletter de Jacques qui revient en détail. Elle sera déjà sortie, ouais, jeudi. Ouais, ça sera déjà sorti jeudi. Donc, ouais, je et reviens, qui revient encore plus en détail. Ouais, je reviens dans le détail sur un peu mon histoire, comment j'ai pu intégrer les équipes de France, ce qui s'est passé en équipe de France, et je reviens en détail sur cette dernière hiver. J'ai passé vraiment du temps. Je trouve personnellement, je trouve qu'elle est assez bien écrite. Si vous avez des retours, n'hésitez pas. Et puis surtout, abonnez-vous parce que je vais la relancer un petit peu tous les hivers. Je partage un peu mon inside de sportif de haut niveau. C'est pas quelque chose qu'on peut voir tous les jours. Hein. On peut suivre des athlètes sur les réseaux, mais on voit pas comment ils pensent, comment ils réfléchissent. Et à travers cette newsletter, j'essaie de partager ceci en plus de détails. Elle est en anglais, elle a toujours été en anglais. Il y a 2-3 épisodes en français, mais c'est très rare. Mais c'est une excuse pour bosser l'anglais et ça et là, c'est en français, là, justement. Celle-là, elle est en français, ouais, parce que je veux qu'elle touche le plus de monde possible. Et je pourrais tous les faire en français, j'aurais 2 fois plus d'audience, voire même 4 fois plus d'audience. Mais je préfère les faire en anglais. Et maintenant, beaucoup de mes réseaux ont tous passé en anglais pour matcher un peu avec mon changement de nationalité sportive. Mais j'ai pu en tout cas en exclu déjà ta newsletter mise à jour, Jacques, et c'est vrai que c'était très intéressant ce que tu as raconté, ce que tu as écrit sur
ton changement de nationalité. Tu as pu dire pas mal de choses déjà avec moi sur cet épisode, mais encore plus dans l'analyse descriptive de ce que tu as vécu ces derniers mois, ces dernières années au sein du collectif français. Et je vous encourage à la lire, en plus d'avoir écouté après cet épisode. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller sur la newsletter de Jacques. Bien, merci Jacques d'avoir été avec moi. Et merci à toi, c'est toujours un plaisir de venir parler ici. Oui, moi, ça toujours un plaisir de t'accueillir aussi. Hein. Ça manquait du monde sur le podcast, mais on pense à eux. Ah oui. On les retrouvera cet hiver. Exactement, en fait qu'on n'a pas fait beaucoup d'épisodes cet été, hein. Mais on va reprendre le fil petit à petit au cours de l'hiver et vous aurez évidemment les débriefs, peut-être pourquoi pas aussi des invités aussi durant la saison, ce qu'on avait fait aussi l'an dernier. Et voilà, donc c'était très chouette de t'avoir. Je suis sûr que ça a plu à nos auditeurs. Et d'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions pour Jacques à mettre en commentaire sous nos réseaux sociaux ou à partager le podcast ou même en DM. J'y répondrai. Je vois ce que tout le monde dit et si elles sont pertinentes ou s'il y a des erreurs, j'hésite pas à répondre. Voilà, exactement. Déjà qui est aux aguets derrière la carabine, à quelques mois du début de saison. Bon, encore merci Jacques d'avoir été avec moi. Bonne saison. On souhaite donc le meilleur pour les prochains mois à venir. Merci à tous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager notre contenu, à mettre aussi, soyons fous, 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Encore merci à tous. Il le faut en effet. Et je vous dis à très vite pour le numéro de Biathlon Live. Salut tout le monde.